Un vrai tonnerre, on n'entend rien, il est très motivé ce matin. Plus fort, on n'entend rien. Bonne conférence. Quel ambianceur. Et je fais ça bénévolement. Merci à tous pour votre accueil chaleureux. Même s'il a fallu insister, je le note, j'ai vu ceux qui n'ont pas applaudi dès le début. Rigolez pas trop. Merci évidemment en particulier à Marion et à Stanislas pour leur invitation. Alors, Marion a cité quelques illustres auteurs, j'ai retenu à la volée, et pas dans l'ordre, Machiavel, Malaparte, Lénine, Aristote, il me semble, Max Weber. Moi, je serais peut-être un petit peu moins, je repartirais moins vers mes années de sciences politiques, mais j'ouvrirai cette conférence sur une citation de Tolkien. Et alors, c'est pas la version Amazon, à rester. C'est une citation de Gandalf. Alors ça, c'est la conférence sur la remigration, c'est à 18h à la salle B. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Qu'est-ce qu'un militant ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre avec vous. Si vous le voulez bien, si j'arrive à pas faire trop de blagues et à pas me moquer des gens qui n'écoutent pas au deuxième rang, on devrait être à peu près sur 20 minutes. Et ensuite, je crois qu'on était parti sur une demi-heure. On essaiera de faire un petit échange peut-être de 10 minutes. Si vous avez des questions, évidemment, si je ne vous ai pas trop saoulé, si vous n'avez pas trop faim, etc. Ou si l'alcool n'est pas arrivé depuis hier. Qu'est-ce qu'un militant ? Avant de tenter de répondre à cette question, peut-être un mot pour me présenter d'abord, puisque certains d'entre vous me connaissent un petit peu, soit qu'on ait partagé des engagements militants auparavant, soit qui traînent sur des réseaux sociaux nauséabonds, il va sans dire. Mais sans doute, parce que finalement j'arrive assez tard dans cette aventure que vous avez entamée il y a déjà de nombreux mois, sans doute un certain nombre d'entre vous ne me connaissent pas. Et comme disent les communistes, que je ne citerai pas tout le temps dans cette intervention, c'est toujours intéressant de savoir, c'est la formule consacrée, vous savez, d'où on parle. C'est-à-dire quel est le parcours, quelle est l'expérience, quelle est la position qui éclaire notre regard sur les choses. Moi, je suis conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où j'ai été élu pour la première fois en 2015 avec Marion Maréchal. J'ai été réélu l'an dernier, l'été dernier, après avoir été le directeur de campagne de Thierry Mariani. J'ai aussi participé à l'équipe de campagne de Marine Le Pen lors de la présidentielle 2017. Où j'avais notamment en charge les clips de campagne, et j'ai été le directeur de campagne de Jordan Bardella lors des élections européennes. Je vous l'ai dit, je suis conseiller régional, je suis aussi conseiller municipal et métropolitain de Nice, à la tête du principal groupe d'opposition, 7 élus au conseil municipal, 9 élus à la métropole, ce qui me permet donc de ne jamais trop quitter mon meilleur ami en politique qui s'appelle Christian Estrosi, que vous connaissez peut-être. Et comme je l'aime beaucoup, j'ai notamment eu l'occasion de le faire condamner pour ses compromissions avec les organisations islamistes. Allez. Ce qui m'a rapproché de vous, jusque-là vous vous dites très bien, on a un invité extérieur, on ne l'avait pas vu. À l'issue de la dernière élection présidentielle, j'ai défendu au sein du Rassemblement national, auprès de la direction du Rassemblement national, j'ai tenté de défendre au sein de nos instances, puisque j'ai été membre pendant 5 ans du Bureau national, j'étais membre élu par les adhérents au Conseil national du RN, j'ai tenté de défendre la proposition d'accord d'Éric Zemmour pour les élections législatives. Ce qui m'a valu d'être marginalisé puis exclu. C'est une démarche, quand vous dites très bien, acceptons cette proposition et rassemblons-nous, on vous dit tu vas te rassembler avec eux. Et je suis allé effectivement au bout de la démarche, puisque je me suis présenté aux élections législatives, évidemment, avec le soutien d'Éric Zemmour, avec une suppléante issue de Reconquête et même de Génération Z, Hermine Falicon. Et j'ai été en réalité suivi dans mon initiative par l'ensemble des élus du Rassemblement national de Nice, c'est-à-dire l'ensemble de notre groupe municipal, l'ensemble de notre groupe métropolitain, l'ensemble des conseillers régionaux niçois m'ont suivi dans cette initiative, et aussi par l'immense majorité des militants, il faut bien le dire. Alors, pour compléter ce portrait et aller au bout, j'ai été il y a maintenant
20 ans, quasiment jour pour jour, l'un des fondateurs des Identitaires. Je me suis notamment beaucoup occupé de l'encadrement, puis de la formation des jeunes militants. On a eu quelques échecs flagrants comme Damien Rieu, par exemple, ou Jérémy Piano, que je vois là-bas. J'ai aussi participé avec les Identitaires au combat sur le terrain des idées, en mettant notamment en avant des concepts dont vous avez entendu parler, tels que la remigration ou encore le localisme. Bien au-delà des mandats, des fonctions, des titres, et c'est ce qui donne du sens à cette intervention aujourd'hui, je me considère moi avant tout, surtout, comme un militant. Et si vous me permettez ce matin, parce que je me considère quelque part que nous sommes un peu en famille, que nous appartenons précisément à une même communauté militante et que nous partageons désormais la même tranchée, je vous parlerai de militant à militant tout simplement, avec mes tripes donc, parce que de toute façon je ne sais pas tellement faire autrement. Qu'est-ce qu'un militant? Je voudrais qu'on revienne à l'essentiel, en fait, avec une question préalable, simple, basique. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah oui, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous avez fait des heures de train, de bus, de voiture? Pourquoi est-ce que vous avez dépensé de l'argent, de l'énergie pour être présent? Pourquoi est-ce que vous êtes là et pas comme tant d'autres, y compris parmi certains de ceux avec qui vous avez fait campagne, y compris parmi certains de nos adhérents, tranquillement à vous promener chez vous ou devant votre télé ou peut-être à cette heure-là à dormir. On pourrait tous finalement faire autre chose. Je dirais même que ça serait la norme de faire autre chose. On a nos boulots, nos familles, ou on a peut-être tout simplement envie de chiller devant Netflix. Mais c'est le choix qu'on a fait. Le choix que vous avez fait parce que précisément nous sommes des militants. Et c'est un mot, le mot militant, c'est un mot qui nous vient du vocabulaire guerrier, qui nous est arrivé ensuite par le vocabulaire religieux. Le militantisme comme sacerdoce. Oui, il y a dans le militantisme une dimension quasi sacerdotale. Et si vous le savez, la figure du moine soldat a si souvent été utilisée pour évoquer les militants les plus sérieux ou dévoués, ça ne doit évidemment rien au hasard. J'aime bien souvent revenir à l'étymologie d'un mot, c'est un peu comme son arbre généalogique. Et c'est pas anodin de constater en effet que le mot militant provient du lexique guerrier, du latin militare, être soldat, et nous est parvenu ensuite par le biais du vocabulaire religieux. L'église militante, ça a longtemps désigné l'assemblée des fidèles sur terre, c'était différencié de l'église triomphante au ciel, de l'église souffrante au purgatoire, avant que le terme ensuite ne se sécularise, pour désigner bien plus largement toute personne qui défend activement une cause. Et c'est justement ça un militant. Un militant, il est en lutte pour sa cause et quelque part pour sa foi, c'est-à-dire pour ce en quoi il croit profondément. En ce moment, en Italie, pour lister ce mot, Matteo Salvini, le patron de la Lega, fait campagne sous le terme credo. Il ne fait pas une campagne religieuse, mais c'est pour exprimer ses convictions. Le militant, c'est celui qui se bat pour ce en quoi il croit profondément, dans son intimité. Oui, vous avez une conscience supérieure de la situation, de l'urgence. Et quelque part, si vous êtes là, c'est parce que, comme moi, vous ne pouvez pas supporter de regarder les choses se dérouler sans rien faire. Vous ne pouvez pas supporter de regarder la situation se dégrader sans rien faire. Cette urgence, on la connaît tous. L'horloge, elle est claire, on en a une idée assez précise. Ce dont on parle, ce dont il est sujet, c'est la disparition potentielle de notre nation, de notre peuple et de notre civilisation. C'est de cela dont on parle précisément. C'est cela qui nous rassemble, au fond, pendant toutes ces journées, dans tous nos combats. Ce risque de disparition. Pour dire les choses encore plus clairement, peut-être même que disparition, ce risque de remplacement. Parce que, bien sûr, si demain, la France, c'est un territoire qui n'est plus peuplé par des Français, eh bien alors tout simplement, ce ne sera plus la France, voilà. Moi, vous savez, j'utilise souvent dans mes interventions l'image d'une chaîne. Imaginez-vous une chaîne ici. Avant nous, ici, il y a plein de maillons. Tous ces maillons, avant nous, avant moi, ils se sont débrouillés pour nous transmettre ce pays. Tous ces maillons y ont laissé de la sueur, parfois du sang. Eh bien moi, qui suis ce maillon ici, là, un peu, le gros maillon là, c'est moi. Moi, je veux être ce maillon qui ne casse pas. Je serai le maillon qui ne casse pas. Pour moi aussi, transmettre à mon tour.
Pour ma part, ça fait désormais près de 30 ans que je lutte chaque jour pour être ce maillon qui tient bon, pour faire progresser ce que je crois juste, ce que je crois bon, et que donc je milite. Que je milite, et non pas que je fais de la politique, comme on l'entend parfois, comme certains le disent. On dit je fais de la politique finalement comme on ferait du vélo, comme on ferait du tricot. Le militantisme, précisément, ce n'est pas un loisir. Le militantisme, ça devrait être l'inverse du dilettantisme. Le militantisme comme engagement. Le mot est fort là aussi. Le militant, il s'engage d'abord devant lui-même, parce qu'il s'oblige à une discipline. Et pour ceux qui ont connu leur premier engagement avec cette campagne, vous l'avez découvert. Le militant s'engage d'abord devant lui-même, il s'oblige à une discipline, et puis devant les autres, bien sûr, puisque le militantisme, c'est significativement le témoignage public d'une position. Il s'engage aussi pour lui-même, autant que pour les autres. Alors c'est peut-être, mon propos peut peut-être vous étonner, mais cette dimension-là, il m'aura fallu un moment finalement avant de l'entrevoir, puis de la reconnaître, mais il m'apparaît sincèrement aujourd'hui évident que le militantisme, ce n'est pas qu'une pratique altruiste. Il répond pour beaucoup d'entre nous, aussi à un besoin qu'on pourrait qualifier de quasi-existentiel. On ne milite pas que pour les autres, mais aussi pour soi, pour se nourrir de son idéal, pour se sentir vivant, pour se sentir exister, pour se sentir brûlant même. Transformer le monde afin de pouvoir tolérer y vivre, selon la belle formule de Monterland. Il serait faux aussi de raconter que le militantisme, ça ne serait que sacrifice, difficulté, en essayant de se couvrir en permanence du masque du martyr. Le militantisme, c'est aussi très souvent source de bonheur, d'exaltation, notamment à travers ce sentiment intime de participer à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui est plus grand que nous, à une œuvre aussi qui ira plus loin que nous, qui nous survivra. Ce sentiment, il faut le dire simplement, de bâtir son histoire en participant à l'histoire. Et je sais que vous avez expérimenté ça à travers cette folle année, à travers l'enthousiasme de cette campagne aux côtés d'Éric Zemmour. Le militantisme, je le crois, peut aussi être le lieu d'une certaine transcendance, la source d'une certaine transcendance, le moyen de passer d'une perspective qui serait, Marion le disait tout à l'heure, dans un monde uniquement matérialiste, hédoniste, le sentiment de passer d'une perspective d'un monde uniquement à l'horizontale vers quelque chose de plus grand, une dimension transcendantale plus verticale. Le militantisme comme aventure, sous différentes latitudes géographiques, dans différents groupes, et même parfois au service d'idées différentes ou même parfois franchement antagonistes, les militants, quelque part, vivent les mêmes choses. Ils constituent un type d'homme différencié. Alors, ça ne veut pas dire des saints, alors, je dis des saints ou des saintes, hein. J'utilise le masculin par commodité, mais il existe des militantes, évidemment, qui pourraient donner des leçons de courage à bien des poseurs. Les militants sont des hommes différenciés, pas des saints, et il est certain que l'on rencontre aussi, et vous l'expérimenterez, dans l'engagement politique, la même crasse humaine qu'ailleurs. Pour autant, je dois le dire, c'est dans le militantisme politique, qui est quelque part un peu dans notre époque la dernière forme d'aventure, le dernier refuge des pirates, des réfractaires, que l'on peut encore croiser les quelques belles âmes qui sont capables de donner sans espérer recevoir, de prendre des risques et des coups sans en attendre en retour un bénéfice personnel ou un gain matériel. Que ça soit pendant 2 mois, pendant 2 ans ou 20 ans, il est évident que ceux qui ont brûlé une part de leur existence au service d'une cause, au service d'une idée, travaillant à une victoire dont l'avènement ne nous paraît pas toujours concret, immédiat, certain même. Tous ceux qui ont milité gardent au fond d'eux, je le pense, à vie, cette marque. Alors d'ailleurs, quand je dis cette marque, ça peut parfois être des marques physiques. Et je crois que certains des militants de Génération Z ont expérimenté ça aussi pendant cette campagne. J'ai pu le voir à Montpellier, en région parisienne, comme vous avez fait face avec courage. Mais je vous le dis toujours de militant à militant, les cicatrices de ce genre, j'en ai quelques-unes. C'est comme certaines condamnations, j'en ai quelques-unes aussi, ça se porte comme des médailles. Le militantisme comme école. Toutes ces années de militantisme, si j'y réfléchis, si je regarde ça avec honnêteté,
m'ont sans doute plus apporté dans ma vie que coûté. Bien sûr, on m'a parfois fait payer mon engagement, même au sens propre du terme, hein, l'asservissement financier, les procès, les amendes parfois extravagantes. C'est aujourd'hui l'une des armes favorites de la caste qui nous est opposée, puisqu'ils n'ont plus le courage d'éliminer physiquement leurs opposants comme le faisaient leurs grands ancêtres. Aujourd'hui, c'est l'élimination sociale qui prévaut. Mais en toute franchise, je pense devoir au militantisme, à cette école de vie, une large part de ce que j'ai pu réussir sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan social et même sur le plan personnel. Qu'on se comprenne, sur le plan universitaire ou sur le plan professionnel, par exemple, j'ai vu se fermer des portes, mais d'autres se sont ouvertes. Lorsque j'ai perdu mon emploi suite à une exposition politique, médiatique trop importante, à cause de mon engagement, donc, une semaine plus tard, c'était aussi grâce à mon engagement qu'on me proposait une autre orientation professionnelle dans laquelle je me suis épanoui depuis. Surtout, c'est là le plus important, ces années de militantisme, elles m'ont façonné. C'est grâce au militantisme que je suis l'homme que je suis. Pour le dire plus clairement, c'est sans doute avant tout parce que je suis un militant, que je considère de pouvoir revendiquer d'être un homme au sens plein du terme, c'est-à-dire un homme libre et debout. Et nous voici, je crois, en réalité au cœur du sujet. Pour moi, le militantisme est avant tout une école de vie. Qu'apprend-on dans cette rude académie, en vrac et sans prétention exhaustive? L'abnégation, la rigueur, la tolérance, l'humilité, l'amitié, la fierté, la joie, la tristesse et surtout la patience. Je vous laisse rajouter à chacun d'entre vous, dans les années qui viendront, je l'espère, des mots à cette liste. Moi, je n'envie pas ceux qui n'ont jamais su trouver l'idée, avec un grand I. Je n'envie pas ceux qui n'ont jamais su trouver l'idée qui ordonnerait, c'est-à-dire qui donnerait du sens à leur existence. Oui, nous, notre vie a un sens, c'est-à-dire une direction. Là où pour tant d'autres, elle n'est faite finalement que de fausses routes ou même d'impasses. Le militantisme comme fierté. Je citerai juste deux phrases d'un vieux groupe de ce qu'on appelait à l'époque le rock identitaire, un groupe qui s'appelait Île-de-France. C'est une très jolie chanson, vous devez sans doute trouver ça aujourd'hui, se baladant sur YouTube, Spotify ou que sais-je. Une chanson qui s'appelle Jeunesse, qui dit dans son refrain « Donner ma jeunesse par amour pour notre idéal, essayer l'impossible, sans cesse suivre l'étoile ». Si vous êtes présent ici, si vous vous êtes engagé, si vous avez choisi ce sacerdoce qui est le militantisme, si vous avez choisi cet engagement qui est le militantisme, si vous avez choisi de vous éprouver à cette école de vie qui est le militantisme, c'est que vous êtes de ceux-là, de ceux qui veulent suivre l'étoile, de ceux qui ont un petit supplément d'âme, de ceux qui n'attendent pas que les autres fassent à leur place, mais qui tout au contraire vont au combat pour tous ceux qui ne le feront pas, qui vont au combat pour tous ceux qui ne le feront jamais. Soyez-en conscients. Ne laissez jamais, jamais, jamais personne salir votre engagement. Parce que ce que vous faites, non seulement c'est bien, mais c'est même beau. J'espère... je regarde où nous en sommes. Vous avez vu, mon téléphone fait du bruit. C'était récemment mon anniversaire, donc si quelqu'un veut m'offrir le dernier iPhone, on est très bien. J'espère avoir répondu un peu à cette question, qui est une question quasiment ontologique. J'ai répondu davantage, vous l'avez compris, par l'expérience que par l'expertise. Je ne suis malheureusement pas assez de gauche pour être sociologue. Mais comme disent les profs de Nissart, la langue de mon petit pays, pratica vamae que grammatique. La pratique vaut mieux que la grammaire. J'aurai encore évidemment des milliers de choses à vous dire, de conseils à vous donner sur l'implantation locale, les moyens de contourner le silence médiatique, la nécessité de la constance dans l'action, la patience, la constance. Je pense que nous aurons encore plein d'occasions de nous revoir, évidemment de discuter tout au long de ce week-end, et je me tiendrai bien sûr à votre disposition, mais je vous l'ai dit, on est désormais dans la même tranchée, donc on aura l'occasion de se croiser dans d'autres conférences, dans d'autres manifestations, peut-être sur des barricades, que sais-je. Je me permettrai de conclure avec ces mots de Charles Péguy, qui auront sans doute une résonance pour vous. Et puis ensuite, il nous restera une petite dizaine de minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez.
Ces mots de Charles Péguy, je le crois, vous parleront. Les soirs de victoire, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de défaite. Et les soirs de défaite, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de victoire. Mais quand on est un vieux soldat, on sait ce qu'il en est. J'ai tant vu de défaites qui arrivaient après des victoires. Et j'ai tant vu aussi de victoires qui arrivaient après des défaites que je ne crois plus jamais que c'est fini. Jeunes garçons, jeunes filles de France, tenez bon. La route sera difficile, semée d'embûches, d'épreuves, mais si vous restez fidèles à l'esprit qui vous a animé ces derniers mois, si vous restez fidèles à l'âme de votre jeunesse, alors soyez-en sûrs, la reconquête sera au bout du chemin. Je vous remercie. Et si vous le voulez bien, si vous avez des questions, je dirais de manière assez vaste sur le militantisme, peut-être sur mes engagements, sur les mois écoulés, ou que sais-je, si vous voulez d'autres citations, je peux faire Bilbo, Frodon, ou un nain africain. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, deux possibilités. Soit que j'ai été extraordinaire, et ça, en général, seule ma mère le pense. Soit que j'ai été horrible. Et ça, en général, ça me vexe. Donc, je suis sûr que vous avez des questions. N'hésitez pas, il y a Stan, je crois qu'il a un micro à vous tendre. Lui donne pas, je le connais. Non, je sais. Il voulait savoir pourquoi vous étiez le meilleur, etc. Enfin, une question très... C'est une question de ma maman. Hop. Bonjour Philippe. Si on peut prendre un principe juste, je ne vais pas vous demander vos pronoms, ouais, mais peut-être plutôt vos prénoms, et si vous pouvez dire où vous militez. Alors, voilà, ça sera bien. Je m'appelle Vladimir et je milite à Nice, donc j'ai déjà croisé Philippe. Je me prénomme Il. Ah, bonsoir. Non, j'ai une petite question. Tu parlais de comment contourner le silence médiatique. Et du coup, je pensais à Nice où il y a beaucoup de publicité pour tout ce qui est écolo, bobo et ainsi de suite. Ils font des trucs avec les chaises bleues, c'est magnifique. Mais nous, dès qu'on fait quelque chose, par contre, grand silence. Donc, je serais curieux. Alors, je trouve que tu es dur avec cet excellent journal qui est Nice Matin. Dites-leur bien que je les aime beaucoup. J'adore leur patron Xavier Niel et leur directeur de la rédaction Christian Estrosi. Je trouve, non, sincèrement, pour avoir tourné un peu dans toute la France, c'est pas pour nous que c'est les plus durs avec Nice Matin. Honnêtement, on n'est pas ceux qui ont le pire traitement. Mais là où tu as raison, ce que souligne notre camarade, c'est que en réalité, quand je dis contourner le silence médiatique, ça passe aussi par ce genre d'action. On a effectivement... Alors, il faut comprendre aujourd'hui pourquoi les prétendus écologistes, parce que pour moi, je ne vais pas reprendre l'image de la pastèque que vous connaissez tous, mais en réalité, je considère que la vraie écologie, c'est la nôtre, c'est l'écologie enracinée, c'est l'écologie conservatrice, c'est l'écologie anti-globaliste, bon voilà, je veux dire des gens qui ont fait fermer les centrales nucléaires, qui continuent de promouvoir le libre-échange mondialisé et l'ouverture des frontières à peu près à tout ce qui peut passer, du terroriste jusqu'aux meubles chinois faits avec du bois qu'on a amené jusqu'à là-bas pour revenir, ne sont pas vraiment des écologistes. Mais en réalité, l'ouverture médiatique qu'ils ont actuellement, elle s'explique par deux raisons. C'est évidemment une correspondance avec l'agenda idéologique des journalistes. On voit très clairement toute la nouvelle génération de journalistes qui sort actuellement des écoles sont dans cette logique-là. Je veux dire, ils trouvent que Sandrine Rousseau est un peu un social traître, pour le dire simplement. Et donc il y a une correspondance entre l'agenda médiatique, mais aussi une typologie d'action qui est un peu l'héritage de Greenpeace, pour le dire simplement, avec des actions un peu spectaculaires. Et c'est vrai qu'on a quatre clampins qui bougent 3 chaises bleues et mettent un autocollant mal fait dessus, ça fait une demi-page dans Nice Matin. Et je pense que vous subissez un peu tout ça, et puis on le subit d'ailleurs à peu près au national. Là où ils ont raison, c'est que nous, la correspondance entre notre agenda idéologique et celui des journalistes est parfois plus diffuse. Mais en revanche, effectivement, contourner les médias, c'est aussi savoir faire parler de soi. C'est aussi se donner la capacité, d'abord, d'être dans le bon timing. C'est-à-dire de réagir, encore mieux que réagir. Très souvent, c'est même susciter
l'événement. C'est-à-dire pas attendre que quelque chose se passe, mais aussi être soi-même celui qui va faire sortir une information en premier, par exemple, celui qui va amener les sujets sur la table. Et ça peut passer aussi par parfois des modes d'action, effectivement, qui tiennent ce qu'on appelle du happening. Pardonnez-moi pour l'anglicisme, je chercherai au Québec le mot français, mais disons voilà, un mode d'intervention un petit peu plus spectaculaire, etc. Ce qu'ont très bien fait pour parler d'une de mes vies d'antan, à certaines occasions, les identitaires. Quand les identitaires vont, avec Damien et quelques autres, sur la frontière, avec des hélicos, tant d'une banderole, tant d'une frontière artificielle dans la neige, on sait bien que ça ne va pas empêcher totalement l'immigration de déferler sur notre continent, malheureusement. Sinon, on serait tous en train de mettre des frontières dans la neige. Mais pour autant, d'un coup, il y a un focus médiatique absolu parce que qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et donc, contourner le média, c'est aussi ça. Ça passe dans un premier temps, pour vous, dans vos vies militantes, dans vos vies de section, par être extrêmement au courant. Moi, partout où je suis arrivé, et je dois dire, ayant mis les pieds à Reconquête, ça existait déjà avant, mais je suis arrivé souvent dans des structures, dans des organisations où ça n'existait pas. La première chose que je mets en place, c'est une revue de presse. Parce qu'on doit être au courant de ce qui se passe autour de nous. La pire chose qui puisse arriver à un responsable politique, à un militant, c'est de tomber sur quelqu'un qui vous parle d'un truc et vous dit ah ouais, je savais pas. Non, vous devez être au courant de ce qui se passe avant les autres et même créer l'événement, créer la situation. Donc un des moyens, j'essaie de répondre assez brièvement, ça peut faire l'objet d'une conférence en soi, mais c'est quelque part contourner le média, c'est forcer même le média. Et là aussi, ça demande beaucoup de constance. Quand je fais des formations, par exemple sur la rédaction de communiqués de presse, souvent on me dit en face, j'en ai balancé 4 cette année, ils en ont repris aucun. Mais si tu veux qu'ils les reprennent, il faut en balancer 4 par semaine, camarade. En réalité, c'est la répétition qui va faire de vous un acteur politique. Et puis, il faut être dans une constance, dans une persistance qui va faire qu'au bout d'un moment, ils vont dire ok, le type est là. Et puis, il ne faut pas envoyer son communiqué de presse 5 jours après l'événement. Et puis, il faut avoir quelque chose, pour être entendu, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose d'original, etc. Mais être au courant, être dans l'action, être intervenant, être protagoniste et pas juste spectateur. Et puis, parfois, c'est vrai, utiliser un peu ces ficelles à la Greenpeace avec un mode d'action qui peut être un petit peu plus original, un petit peu plus spectaculaire, tout en faisant évidemment valider tout ça par Stanislas Rigaud. On y est ? Est-ce qu'on a une ou deux... C'est bon ? Parce que je vois que l'intervenant suivant est arrivé, je crois. N'oublie pas ton pronom. Hein. Bonjour, bon, a priori c'est il. Enfin, bon, on ne sait jamais, hein, ça peut changer visiblement. Alors, je m'appelle Edouard. Je milite à Paris. Et ma question, vous parliez de l'écologie, ça m'a inspiré une question un peu plus large, c'est que l'écologie, comme certains thèmes, c'est un thème qui a été laissé à la gauche et sur lequel, au niveau des idées, vous avez commencé à l'aborder, c'est vraiment un thème qui devrait être préempté par la droite. Parce que, oui, effectivement, le libre-échange globalisé est absolument néfaste pour l'écologie. Et il y a une nécessité de revenir au localisme, par exemple, dans les productions, dans la consommation. Et sur l'écologie comme d'autres thèmes, je trouve regrettable que la droite ait laissé ce primat à la gauche. Et dans l'action militante, comment on peut faire pour reprendre ou prendre, même parfois, des sujets qu'on leur a laissés ? Oui, oui, tu as raison. Mais surtout que l'écologie, en réalité, commence à droite. Enfin, je veux dire, profondément, l'écologie, c'est une pensée de la préservation et de la conservation. L'idéologie, c'est une pensée de l'harmonie du monde. Là où moi je considère que la droite c'est l'ordre et la gauche c'est le chaos. Enfin, je vais pas partir. Marion l'a évoqué aussi en partie, mais donc oui, l'écologie réelle. D'ailleurs, ça serait plus la défense de l'environnement. Enfin, on peut aussi aller sur les termes, mais ça devrait nous appartenir. Moi, je pense qu'on doit être sur tous les ballons, qu'il faut faire feu de tout bois et qu'il n'y a aucun sujet qui doit nous échapper. Parce que quand on s'affirme, comme l'avait fait Marion il y a quelques années de ça d'ailleurs, ou comme l'a fait Eric récemment, ou Nicolas B dans une tribune que vous avez peut-être lue, que je vous invite à lire si ce n'est pas le cas, qui a été publiée sur le Figaro Vox, quand on s'affirme comme une droite civilisationnelle, c'est-à-dire qu'on place cette idée de civilisation au cœur de notre engagement, c'est une vision du monde qu'on défend. C'est une vision de la société et à ce titre, finalement, aucun terrain ne doit nous échapper. On n'est pas une ONG
ou un lobby qui doit être spécialisé uniquement sur un sujet. Si on refuse le grand remplacement, c'est précisément au nom de la préservation de ce vieil écosystème qu'on appelle une civilisation. C'est au nom de la préservation de ces écosystèmes humains que sont les nations, les peuples, les provinces, les terroirs. C'est au nom de cet enracinement profond. C'est toute la différence entre cette écologie internationaliste et cette écologie enracinée. Donc moi, je pense qu'on doit être encore une fois sur tous les ballons. Et dans votre action politique, militante, ne vous interdisez rien. Ne vous dites pas « Oh, mais là, ça ne nous concerne pas tellement, on n'a rien à dire, etc. » Sur le terrain social, sur le terrain de la solidarité, sur le terrain du logement, par exemple, je pense à ça parce que c'est des sujets auxquels on a beaucoup à faire dans le cadre de nos mandats, notamment municipaux. Il faut qu'on ait des réponses à tout. Parfois, ça demande du travail. C'est pas facile de construire... C'est Nicolas, je crois qu'il le disait hier, en fait, on a une vision politique, une philosophie politique sur laquelle s'appuie derrière un projet, et puis on a une stratégie, une tactique pour arriver à mettre en œuvre ce projet. Tout ça, c'est un travail d'élaboration aussi collective. Je pense que, très sincèrement, ces journées d'été, ils participent aussi. Il y a une table ronde, d'ailleurs, sur l'écologie, je crois, aujourd'hui, en fin de journée. Et tout ça, enfin, moi, je trouve, je vous le dis comme intervenant semi-extérieur, enfin, arrivant... un peu nouveau dans le dispositif, moi je trouve que ces universités, elles ont vraiment de la gueule. Voilà, je le dis très sincèrement et je félicite au passage tous ceux qui s'en sont occupés parce que honnêtement aujourd'hui dans la sphère politique, je vois pas où est-ce qu'il y a autant de sujets qui sont traités, autant d'intervenants extérieurs. À la limite, me jetez pas les bancs. Le seul endroit où on voit ça, c'est du côté des insoumis. Mais si vous prenez... pour parler d'une sphère qui nous est plus proche, le campus des jeunes LR, je veux dire, leurs intervenants, c'est Nadine Morano, Gilles Platré et Éric Ciotti. Donc, ça fait quand même, ils ne sont pas allés les chercher très loin, si vous voulez, ça fait la soirée d'hier soir et ça s'arrête là, quoi. Et du côté du RN, il y a des journées parlementaires, je crois, bientôt, mais moi, très sincèrement, le seul intervenant de ma vie, intervenant extérieur que j'ai entendu au RN, c'était Hervé Juvin, et 6 mois après, il était député européen. Donc, vous voyez, il n'arrivait pas de très loin, quoi. Donc, je trouve vraiment qu'il y a, au sein de Reconquête, un intérêt pour les idées, un intérêt pour ce qu'on appelle le combat culturel, la métapolitique, quand on veut dire les choses avec élégance. Tout ça est important. Donc oui, il faut être sur tous les ballons. Il faut se réapproprier ce qu'on nous a volé. Tu parles d'écologie, mais moi, je suis vraiment très enraciné à Nice, etc. La question, ce qu'on peut appeler le régionalisme ou le provincialisme, etc., la question de l'enracinement, pour le dire simplement, c'est aussi un truc qui a été totalement lâché à la gauche, à peu près au même moment d'ailleurs, souvent parce que, c'est Rochdy qui dit ça pas mal, souvent la droite se contente d'être une ancienne gauche. Et en fait, pourquoi toute une partie du combat des provinces, des régions, etc., passe à gauche, en commençant là aussi à droite, je ne vais pas vous faire, mais enfin sous l'Ancien Régime, etc. Pourquoi ça passe à gauche ? Tout simplement parce qu'en face, on a une droite totalement jacobine, fermée, etc., et qui a perdu finalement de vue cette idée que la nation s'incarne dans ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires. C'est pas très joli, c'est un truc de géographe, de techno, dans ces provinces, pour le dire plus profondément, ou dans ces terroirs. Donc toutes ces choses-là, évidemment, franchement, la reconquête, et je me permets de te tutoyer, tu as raison là-dessus, c'est aussi la reconquête de pans entiers de notre combat, de nos idées, ce qui est aussi notre sève, et que quelque part, la droite, mais par refus, hein, parfois par assèchement un peu intellectuel, par pauvreté, a un peu les laissé filer. Et je pense que oui, c'est aussi un des défis sans doute des années à venir. La question écologique, qu'on le veuille ou non, on peut se rouler par terre, etc. C'est un enjeu des années à venir. Évidemment, il y a une conscientisation, alors parfois à bon escient, à mauvais escient, dans vos générations. Mais même si on s'énerve à voir les abrutis d'Extinction Rébellion qui croient qu'ils vont sauver le climat en se collant la main sur un tableau, ou évidemment Sandrine Rousseau qui est... voilà, bon... Voilà. Pour autant, c'est à nous aussi d'avoir une contre-proposition là-dessus. Mais je dois dire que je trouve que ces dernières années, à droite, il y a quand même eu une vraie évolution, peut-être même révolution là-dessus. Il y a quand même des gens qui se sont posés dessus. Il y a quand même un certain nombre d'intellectuels catholiques ou de philosophes qui ont commencé à jeter des bases là-dessus. Très sincèrement, pour moi qui ai commencé à militer il
quand même quelques années, il y a un foisonnement intellectuel. Aujourd'hui, une liberté intellectuelle avec des médias, je veux dire, je pense Le Figaro Histoire, je pense à Valeurs Actuelles, évidemment, CNews, etc., qui ont aussi permis à des gens d'émerger, à des gens de porter une parole. C'est le bon moment pour vous engager, c'est pas mal. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière? Peut-être pas. La dernière. Posez-moi une question bête, je ferai une réponse bête et rapide. Bah, ça tombe bien, ça va être une question pour les nouveaux militants. Moi, je m'appelle Lucas. J'ai commencé à militer donc, en décembre dernier avec Reconquête Corée du Sud. Et la question... Corée du Nord, a priori. Ah oui. En effet, bah, on était une petite section d'une quinzaine de personnes. Je les salue. Et ma question, du coup, vous nous avez dit que militer, il faut de la patience, de la constance. Et moi, je suis un nouveau militant et je vois que maintenant, les échéances électorales sont passées. Comment continuer à militer? Que faire pour militer dans ces périodes hors campagne? Merci beaucoup. Non, c'est une très très bonne question. Je te remercie. Du coup, tu ne m'as pas posé une question bête, donc je vais prendre les 5 minutes. Déjà, bravo évidemment pour ton engagement. Et puis, voilà quelque chose aussi que j'ai découvert avec Reconquête. Cet engagement chez les Français de l'étranger, c'est assez incroyable. Y compris d'ailleurs une partie des résultats électoraux aussi chez les Français de l'étranger qui sont considérables. Ce qui montre qu'il y a un espace électoral vraiment autonome, singulier pour Reconquête. Moi, je pense que la politique, c'est surtout en dehors des élections. Alors, vous dites, le type, il est élu, il nous a expliqué qu'il a été directeur de campagne des européennes, des régionales, etc. Moi, je pense que la politique, c'est en dehors des élections et qu'en réalité, les batailles électorales, elles se gagnent en dehors des élections. J'ai pour habitude de dire qu'il y a une vie avant, pendant et après les élections. Mais finalement, vous allez vous en apercevoir. Si vous tenez bon, vous avez vu sans doute ce que c'était en début de campagne, vous étiez seul sur les marchés et sur les panneaux d'affichage. C'était le bon temps, hein. Et puis en fin de campagne, vous avez vu arriver toutes les grosses écuries, les employés de mairie qui font cantonnier la journée, couleur d'affiche le soir, ou éventuellement couleur d'affiche la journée aussi. Vous avez vu, et les 3 dernières semaines sur les marchés, vous avez toutes les formations politiques possibles et inimaginables qui sont là. Là, il n'y a plus personne sur les marchés. Il n'y a plus personne dans les boîtes aux lettres. Il n'y a plus que le cirque Pinder et les concerts sur les panneaux d'affichage. C'est maintenant que ça se joue. C'est exactement maintenant que ça se joue. On a 2 années avant le prochain scrutin, c'est-à-dire 1 année ou 1 année et demie avant de rentrer dans la prochaine campagne électorale. C'est maintenant qu'on construit ce mouvement. C'est maintenant que vous construisez vos sections, vos fédérations. C'est maintenant qu'on construit les batailles de demain. C'est vraiment maintenant que ça va se jouer. En dehors des campagnes électorales, je vais vous le dire très, très simplement, c'est la campagne qui continue. Il faut être dans une logique de campagne permanente. Je sais que c'est pas facile parce que évidemment que la campagne électorale c'est un moment où vous vous contraignez à l'action parce qu'il y a l'objectif qui est daté, qui est précis. Vous vous dites voilà c'est là, il faut que je fasse le dernier tractage parce qu'à minuit, le dernier vendredi, parce qu'à minuit je peux plus. Alors on passe les derniers sur les pare-brises, on colle les dernières affiches. Imaginez que c'est à chaque fois vendredi à minuit la fin de la campagne. Continuez comme ça. Continuez à aller sur les marchés, continuez à parler aux gens, continuez à vous rencontrer. Je dirais même, faites-le encore plus. Faites-le encore plus. Intervenez, ça rejoint la question de tout à l'heure, mais intervenez dans la vie des gens. Vous devez être de ceux dont on se dit, ils servent à quelque chose. Ils sont utiles. Moi, j'ai construit toute mon action politique là-dessus. L'idée qu'on entend à Nice, pour ceux qui veulent bien me soutenir, mais aux dernières élections municipales, on est parvenu à faire le meilleur score qu'ait jamais fait le RN à l'époque à Nice, alors que c'était des élections municipales difficiles pour le RN, parce que les gens se disent Vardon, il est là. Quand on va rencontrer les élus du groupe de Vardon à la mairie, qu'on fait remonter un dossier, ils sont à nos côtés. Quand il se passe quelque chose dans mon quartier, le premier qui réagit, c'est Vardon, celui qui va parler le plus fort, celui qui va dire la vérité, celui qui vient me voir, celui qui m'envoie un courrier, celui qui est présent. Et vous devez être là-dedans. Soyez aux côtés de votre peuple. C'est là que la politique a du sens. Et si on construit le mouvement dans cette idée-là, si on est aux côtés des nôtres, si on sert à quelque chose, si on est avec eux, alors les portes s'ouvriront. Tu l'as rappelé, oui, j'ai parlé de constance, de persistance. Vous êtes dans un mouvement qui s'appelle Reconquête. C'est évidemment un magnifique nom, un beau modèle, un beau symbole. La politique, c'est aussi accepter... je ne sais pas quel âge tu as. Bravo aussi. Moi, je viens d'en avoir 42, j'ai commencé à militer à 15 ans. À 15 ans, je voulais qu'on gagne dans les 2 années qui viennent. Puis à 17, dans les 2 années qui suivaient. Maintenant, ça me va si on gagne dans 2 ans aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique,
c'est aussi parfois semer pour que d'autres récoltent. Il y a des gens qui ont semé pour qu'on soit là aujourd'hui. Éric Zemmour a derrière lui des années de combat, pas sur le terrain électoral, mais qui l'ont amené ici, qui l'ont amené. Moi, j'ai vu, en rencontrant les militants de Reconquête, beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais moi, surtout chez les jeunes, c'est Zemmour qui m'a politisé. C'est Zemmour qui m'a conscientisé, c'est Zemmour qui m'a donné envie de lire. » On sème. Nous, on est là pour ça. On sème, on plante, et puis après, le résultat viendra. La Reconquista, celle des Espagnols, si je ne dis pas de bêtises, mais je parle sous le contrôle de camarades plus historiens que moi là-bas dans le fond, ça c'est 700 ans de combat. 800 ou 700 700. 700 ans. Quand il y a la première contre-attaque contre l'occupation musulmane de l'Espagne, est-ce que vous pensez que les types sur leur canasson, c'est du côté de c'est le roi Pélage, du côté de la grotte de Covadonga, se dit bon les gars, dans 700 ans, c'est bon, on gagne. Hein. Mais les types se battent, se battent, se battent, se battent. Ce que vous faites, c'est inscrit dans la constance, dans la persistance, dans le temps long. Mais dites-vous que si Pélage et ses chevaliers dans la grotte de Covadonga, ils ne savent pas où ça va se terminer, à la fin, ils ont gagné. Je vous remercie et je laisse, je crois, la parole à beaucoup plus historiens que moi d'ailleurs. Merci.